Bonjour, je suis André Rochette. En temps normal, c'est ici que je vous aurais accueilli avec mes collègues ainsi que les gestionnaires de ce site immobilier unique pour une visite de ces installations techniques. Mais cette année, nous savons tous que c'est impossible. Mais chez Écosystème, on aime les défis et on aime surtout trouver des solutions novatrices pour atteindre les objectifs de nos clients. Alors suivez-moi. Rebonjour. Avant de commencer la visite, je veux prendre un instant pour vous souhaiter la bienvenue à cet événement virtuel unique. C'est assez spécial pour nous de recevoir des clients dans un studio de télévision. On aimerait mieux être au stade olympique pour faire la visite en personne. Mais malheureusement, cette année, avec la pandémie, ce n'est pas très sécuritaire de le faire. Grâce à une technologie unique, vous allez pouvoir entrer aujourd'hui dans les entrailles du Parc olympique et on va tenter de vous faire comprendre comment on a collaboré avec les gens là-bas pour modifier leurs installations de façon importante. Depuis mars, on vit des temps étranges. C'est important de rester connecté. Mais c'est aussi une belle opportunité pour repenser nos vieilles habitudes et nos façons de faire et créer ensemble un avenir plus efficace et plus agréable. Alors, je vous remercie de votre intérêt envers Écosystème et de votre présence aujourd'hui. Et sans plus tarder, je passe la parole à mon collègue et votre animateur, Jean-Philippe Drouin. Merci André, bon matin à tous et merci d'être avec nous ce matin pour cette visite virtuelle guidée du Parc olympique de Montréal. Je m'appelle Jean-Philippe Drouin d'Écosystème, je vais être votre animateur pour la journée. Donc avant de procéder, je veux juste vous rappeler une petite fonctionnalité de la plateforme que vous allez utiliser aujourd'hui. Au bas de votre écran, il y a une petite boîte dans laquelle vous pouvez écrire vos questions. Donc sentez-vous bien à l'aise de les écrire tout au long de l'événement, puis à la fin, on va y répondre. Donc sans plus tarder, je voudrais vous présenter M. Maurice Landry, premier vice-président du Parc olympique, qui va nous donner un aperçu des débuts du projet, des origines du projet et de l'histoire du site. Donc, M. Landry, bienvenue. Est-ce que vous pourriez nous introduire au Parc olympique? C'est un site qui a beaucoup d'histoire au Québec. La plupart des gens sont familiers, mais peut-être vous pouvez nous rappeler l'ensemble du contexte historique puis du site en tant que tel. Bien, oui, ça me fait plaisir. Donc, juste se rappeler que le stade olympique s'est construit ça a été construit dans les années 70, surtout entre 73 et 76, et dont l'objectif premier est évidemment d'accueillir les Jeux olympiques de 1976. Donc, construction extrêmement complexe qui a été faite très rapidement aussi. Alors, on voit apparaître à l'écran des images de sa construction. Et donc, c'est un site patrimonial, peut-être pas patrimonial, mais qui a un caractère patrimonial à Montréal, c'est-à-dire qui est vu de partout et qu'on essaie de préserver dans ses conditions d'origine le plus possible. Donc, on fait des efforts particuliers pour maintenir l'installation en santé et donc autant au niveau des systèmes mécaniques, sa structure, que tous les systèmes de contrôle, etc., etc. Donc, c'est un site important à Montréal et pour le Québec et qui a vu passer de nombreux événements, que ce soit des spectacles, des salons, des matchs de sport de toutes sortes, ainsi que des événements tels que des Monster Trucks ou bien, etc., etc. Donc, il y a eu énormément de visiteurs au Stade olympique depuis 1976 et on en est particulièrement fiers. Très bien. Puis, décrivez-nous les composantes principales du Parc olympique. Je pense qu'il y en a 4, puis le genre d'événements particuliers qui peuvent s'y retrouver. Bien, le Parc olympique est essentiellement composé de 4 grands attraits. Le premier étant évidemment le stade qui sert à accueillir les événements que j'ai nommés tout à l'heure. Donc, ça, c'est la composante majeure. Mais il y a aussi, ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'il y a une tour qui est quand même visible de partout, qui a 2 fonctions principales, c'est-à-dire d'accueillir des locataires depuis 2018, donc avec l'accueil de Desjardins qui a installé ses bureaux dans un grand nombre d'étages, qui utilise 80 de l'espace disponible, et auquel s'est ajouté récemment un nouveau locataire qui est Sigma RH. Et aussi, on a évidemment l'Observatoire au haut de la tour qui accueille actuellement, dans les bonnes années, évidemment, pré-COVID, 250 000 visiteurs qui montent en haut de la tour, essentiellement des touristes qui viennent voir le stade vu d'en haut et Montréal vu d'en haut, avec une vue à 80 km tout le tour, ainsi que évidemment, on peut ajouter le centre sportif aux attraits, donc tout ce qui est le centre sportif, les piscines et les salles d'entraînement et l'Institut national du sport, ainsi que finalement l'esplanade, qui est le 4e élément. L'esplanade qui est beaucoup fait pour le public en général, pour tenir des événements extérieurs de toutes sortes, que ce soit les camions de bouffe de rue ou bien encore des spectacles et puis toutes sortes d'événements.
Et puis, si vous voulez, faisons un retour en arrière avant 2015, avant le projet, M. Landry. Puis, pouvez-vous nous raconter un peu les besoins particuliers du site, de l'infrastructure, puis des objectifs que vous aviez en tête qui vous ont poussé à penser que peut-être vous aviez besoin d'un projet de cette envergure-là? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le Parc olympique, comme je disais tout à l'heure, a été construit dans les années 70 et la grande majorité des équipements d'énergie associés au bâtiment dataient de cette époque-là. Donc, on était rendu vraiment en fin de vie utile de nombreux équipements majeurs, ainsi que toutes les ramifications du système, que ce soit les réseaux de conduite de toutes sortes et les systèmes électriques un peu partout et même notre système d'éclairage. Donc, il fallait passer à une rénovation majeure du site. Et donc, c'était l'intention, c'était d'essayer de renouveler tous ces équipements-là qu'on savait en fin de vie, tous à peu près au même moment, étant donné qu'ils ont tous été installés au même moment. Et il fallait faire ça de façon efficace et performante. Très bien. Puis donc, vous aviez beaucoup de besoins, beaucoup de systèmes à toucher. Puis au fur et à mesure que vous vous rapprochiez du projet en tant que tel, qu'est-ce qui vous a poussé vers ce mode de réalisation-là, puis de confier l'ingénierie puis la construction de manière intégrée à une firme et également à leur demander de garantir certains résultats qui étaient importants pour le Parc olympique? Bien, écoutez, ce qui était important pour nous dans un projet d'une telle ampleur où on avait énormément d'équipements à changer, il fallait absolument bien gérer le risque associé à cette grande transformation-là. Puis en même temps, il fallait gérer il fallait s'assurer que tout ça, parce qu'évidemment, quand on change les équipements d'énergie, on cherche à réduire notre facture d'énergie. Donc, on voulait on visait des économies, on voulait se les faire garantir du même coup. Puis évidemment, il était très important aussi pour nous de réduire nos gaz à effet de serre de façon importante. Donc, c'était les grandes composantes qui faisaient en sorte qui nous ont incité à faire le projet de façon intégrée parce qu'on savait que toutes les facettes du projet allaient contribuer à ces grands objectifs-là. Très bien. Puis en conclusion, pouvez-vous nous donner un aperçu des résultats, peut-être sur la durée du projet total, puis on va plonger plus en détail plus tard, mais votre feeling général sur l'atteinte des résultats du projet? Écoutez, à partir du moment où on avait un projet à performance garantie, on était probablement un projet qui a duré quelques 3 années, enfin prévu sur 3 années, et qui s'est réalisé à peu près dans ces temps-là. Et les objectifs ont été atteints, c'est-à-dire que l'économie d'énergie a été dépassée. Donc, on visait, au début du projet, on visait 1,2 million d'économies d'énergie sur la facture énergétique annuelle. On est déjà rendu à 1,5. Et les gaz à effet de serre ont été réduits au-delà de 65 %. Donc, pour nous, c'est un grand succès sur toute la ligne, sous cet angle-là. Donc, on est très content de ce que ça a donné. Très bien. Merci beaucoup, M. Landry, d'être passé ce matin pour dire ces mots-là. Donc, sans plus tarder, laissez-moi vous introduire maintenant aux 2 panélistes principaux de l'événement aujourd'hui. J'aimerais accueillir sur scène M. Dominique Desjardins, chef de service mécanique et énergie au Parc olympique. Bienvenue, Dominique. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Et puis, M. Simon Verville, directeur des solutions techniques chez Écosystème. Bienvenue, Simon. Merci. Bonjour. Donc, en commençant par toi, Dominique, peux-tu nous dire, chef de service mécanique énergie, qu'est-ce que ça veut dire à tous les jours au Parc olympique pour toi? Oui, avec plaisir. En fait, donc, comme mon titre l'indique, je suis responsable de l'efficacité énergétique au Parc olympique et aussi de l'entretien mécanique. Donc, mon équipe est en charge, là, que ce soit d'entretenir les systèmes de ventilation, les chaudières, les refroidisseurs, l'ensemble des équipements du site. Puis aussi, naturellement, on est en charge d'opérer le site, dépendant des événements, avec les clients qui sont là en poste permanent. Donc, on prend en charge l'opération du site, mais toujours avec des contraintes d'efficacité énergétique, d'opérer de manière la plus optimale. Très bien. Puis tu as été impliqué dans toutes les phases du projet. Dominique, peux-tu nous couvrir brièvement là, en quoi ces phases-là ont consisté, puis ton implication? Oui, bien la première des phases dans un projet comme ça, là, naturellement, c'est de faire une étude de préfaisabilité qu'on a faite à l'aide, justement, comme Maurice a peut-être mentionné tantôt, avec l'Association des gestionnaires de parcs immobiliers. Donc, on a fait une étude de préfaisabilité pour voir les économies potentielles d'énergie qu'on pouvait aller chercher. Et pour se faire un business case, en bon français, pour voir quelle quantité d'équipement on aurait besoin d'installer, c'était quoi les budgets, etc. Donc, ça, c'est la première étape. Et dans notre cas, les économies étaient... il y avait un gros potentiel, disons. Donc, par la suite, on est tout de suite allé en appel de proposition
ce qui est différent là, du mode traditionnel où on va faire des plans et devis et aller en appel d'offres par la suite. Nous, on est allé en appel de proposition uniquement avec un scope ou une étendue de travaux très peu détaillée, en fait, quelques contraintes. Puis, c'était aux firmes, aux soumissionnaires de nous trouver des solutions et de nous faire des propositions. Et donc, dans ce cas-ci, c'est Écosystème qui a remporté parce que c'est eux qui nous ont garanti le plus d'économies pour l'ensemble du projet. Donc, c'était la deuxième grosse étape là, du projet. Très bien. Puis après ça, bien évidemment, tu as été impliqué dans toutes les phases subséquentes d'ingénierie détaillée puis de construction. Puis on va couvrir ça en détail aujourd'hui. Puis peux-tu nous dire également, Dominique, avant de commencer, le site en particulier du Parc olympique, il est très vaste, il y a des particularités, il y a des contraintes physiques particulières. Peux-tu nous mettre en contexte un peu plus par rapport au projet? Oui, avec plaisir. Comme vous voyez là, sur les écrans, les distances sont assez impressionnantes dans un premier temps au Parc olympique. Donc, au bout d'une flèche, là, c'est notre centrale thermique qui est souterraine. Et à l'autre bout, on a, par exemple, les bureaux administratifs où, l'eau refroidie, le chauffage, l'électricité est acheminée. On a même d'autres bâtiments là, sur le site, l'Aréna Maurice-Richard, Pierre Charbonneau, qui sont des clients. Donc, c'est vraiment un bon réseau. Peut-être pas immense là, si on compare à des complexes universitaires ou à des méga-hôpitaux, mais c'est quand même à prendre en considération, surtout quand on le met en relation avec le budget qu'on avait. C'était un projet de 22 millions. On ne pouvait pas faire un remplacement complet électromécanique du stade. C'était impossible. Donc, il a vraiment fallu cibler les mesures ou les endroits où c'était payant de faire des travaux. C'est donc principalement ça, là, au niveau des distances, qui est important à considérer. Oui. Puis pour les structures particulières? Oui, bien ça, je pense que tous les gens au Québec, là, nos auditeurs doivent savoir que le bâtiment est assez particulier. Juste par exemple, ici, ce qu'on voit à l'écran, c'est ce qu'on appelle des consoles, qui sont les éléments structuraux là, qui vont supporter l'ensemble du stade. Et chacun d'entre eux, là, par exemple, et chaque bloc de béton, en fait, qui compose les consoles est différent. Donc, tous ceux que vous voyez, là, ils ont toutes des dimensions particulières. Et ces éléments-là structurels sont aussi des conduits de ventilation, sont aussi des conduits pour la tuyauterie. Donc, c'est un des exemples d'environnement assez complexe là, dans lequel il a fallu qu'on travaille pour faire le projet. Très bien, merci Dominique. Donc, Simon, passons à toi maintenant. Simon, tu étais l'ingénieur principal pour le projet. Évidemment, tu étais entouré de toute une équipe à Écosystème. Juste pour mettre en contexte brièvement, Écosystème, vous faites de l'ingénierie puis de la construction intégrée. Et puis, également, vous vous efforcez à garantir les résultats qui sont importants pour vos clients. Puis, le site du Parc olympique était particulièrement idéal pour vous parce que vous vous spécialisez également dans la transformation, si on veut, puis l'optimisation des systèmes énergétiques complexes. Donc, Simon, peux-tu nous dire, il y avait beaucoup d'objectifs à atteindre, comme M. Landry puis Dominique nous ont énumérés. Tu étais en charge de concevoir un projet vraiment holistique dans son ensemble qui cochait toutes ces cases-là. Donne-nous un aperçu des mesures qu'on va aborder aujourd'hui. Oui, donc, comme tu l'as mentionné si bien, il y avait plusieurs objectifs dans un projet comme celui-ci. Chacune des mesures qu'on va vous présenter avait vraiment un rôle spécifique à jouer dans l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, évidemment, quand on conçoit un projet comme ça, on adapte les mesures aux besoins du client, aux différentes subventions qui sont disponibles, aux structures tarifaires en place, aux contraintes techniques. Tout ça en essayant de maximiser la valeur actuelle nette du projet. Donc, juste avant d'aller les voir, avant d'en parler de façon plus précise, on va faire un petit survol. Donc, on voit derrière moi là, que les mesures ont été implantées à l'ensemble du site, dont une des mesures majeures qui est la conversion vapeur-eau. Donc, on a fait une conversion totale du réseau de vapeur du Stade olympique. Donc, il n'y a plus de vapeur au Parc olympique. Ensuite, on a fait une réfection majeure au niveau du réseau d'eau refroidie, donc remplacement des tours d'eau, des refroidisseurs. Une mesure quand même assez importante au niveau des contrôles, donc remplacement de beaucoup de contrôles pneumatiques, contrôles centralisés. De la récupération de chaleur, bien entendu, donc des thermopompes de récupération de chaleur à l'ensemble du site. De l'optimisation au niveau de la ventilation, récupération des gaz de cheminée, chaudière électrique hors pointe et quelques autres petites mesures à travers le bâtiment. Parfait, merci Simon.
Donc, Dominique, montre-nous, donne-nous un aperçu, là, un survol du site, puis les endroits qu'on va parcourir aujourd'hui, évidemment, en mode virtuel. Oui, donc, un des objectifs aujourd'hui, cette visite-là, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont pu y assister en personne. On l'a fait à quelques reprises, aller montrer un peu nos installations, toutes les réalisations qu'on a fait dans le projet. Donc, on va essayer de faire virtuellement ce qu'on fait normalement sur le site, là, sans oublier de petits recoins. On va vous amener dans tous les endroits où on a travaillé dans le projet. Donc, premièrement, on va passer par notre centre sportif qu'on a rénové dernièrement. Donc, on va y jeter un petit coup d'œil. On va aussi aller sur l'aire de jeu, qu'on a l'habitude de faire aussi dans nos visites pour vous permettre de voir d'avoir le coup d'œil du centre de l'aire de jeu. C'est assez impressionnant. On va aller par la suite dans nos stationnements. On a fait quelques mesures et voir aussi notre entrée principale. Par la suite, on vous amène dans les sous-sols, dans les salles mécaniques typiques. On vous emmène aussi au sous-sol des piscines pour voir l'ensemble de l'équipement qui est présent là, les travaux qu'on a faits dans ces secteurs-là. Par la suite, on a une grande marche à prendre et on va se rendre vers la centrale thermique où là, on va regarder là, particulièrement les mesures là, en lien avec les chaudières, les refroidisseurs. Très bien. Donc, vous allez voir tout le monde à la maison ou au bureau qu'on a pris des images 3D avec un nouveau logiciel pour vous permettre d'avoir une expérience le plus réelle possible. Évidemment, c'est une première, là, une visite guidée virtuelle, donc on a bien tous hâte de voir comment ça va se passer. Alors, commençons la tournée et bien sûr, assurez-vous de garder une distance sécuritaire minimale de 2 mètres. Donc, Dominique, tu nous emmènes où en premier? Oui, donc on va commencer par rentrer par notre entrée principale du centre sportif. Donc, bienvenue à tous. Donc, centre sportif qui a été rénové de 2013 à 2015 environ. L'ensemble a été refait. On n'a pas fait de travaux particuliers là, sur l'espace qu'on voit ici, là, la plage ou l'entrée principale dans le cadre du projet. Mais pour nous, c'est quand même une fierté là, pour ça a été des beaux projets là, qui ont été réalisés. Donc là, on voit les piscines à l'écran. Il y a aussi la salle d'entraînement qui a été refaite dans les mêmes années. Donc, si on peut la voir là, en haut, derrière la petite baie vitrée, exactement, merci. Donc, la salle d'entraînement là, qui est vraiment superbe, qui a été refaite au grand complet. Donc, si vous avez la chance de venir vous y entraîner, vous pouvez faire votre jogging là, avec une superbe vue sur les piscines. C'est très beau. Puis, dans le même laps de temps, il y a l'Institut national des sports aussi qui a été construit, donc où nos athlètes professionnels, par exemple, la boxe, le judo, les gens d'escrime, de nage synchronisé, plusieurs équipes, bref, qui viennent s'entraîner dans nos installations. Donc, ça fait une belle diversité là, où les gens, autant les athlètes professionnels que les gens du public peuvent s'entraîner là, dans le même site. Particularité ici, comme je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais l'Institut national des sports est un bâtiment à l'intérieur du bâtiment. Donc, il n'y a aucun mur extérieur qui touche l'enveloppe, là, si on veut. Donc, c'est un bâtiment assez spécial qui est toujours dans des conditions environnantes à 27-28 degrés Celsius. Donc, il y a une charge de climatisation à l'année, c'est assez particulier. Donc, on poursuit notre visite. On va vous amener vers l'aire de jeu. En passant, je ne sais pas si on va passer par nos petits raccourcis. Oui, tu nous fais passer par un raccourci habituel. D'habitude, tu sais par où te rendre. Donc là, on va... Oui, c'est ça. Normalement, voilà. Normalement, sur le site, je ne me perds pas. En virtuel, des fois, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc, voilà, on est rendu sur l'aire de jeu. C'est vraiment pour vous faire apprécier le coup d'œil là, de ce qu'on voit normalement là, quand on est au centre de l'aire de jeu. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à dire ici? Vous voyez derrière les lumières qui se trouvent partout. C'est notre anneau technique qu'on appelle. C'est vraiment une salle mécanique qui est au pourtour du stade. Et c'est là que les systèmes de ventilation, là, principalement, vont être installés. Vous voyez les dimensions là, qui sont assez impressionnantes. Là. On parle d'un diamètre là, d'environ 600 pieds, des installations en hauteur environ 200 pieds aussi. Donc, beaucoup de CFM dans ça.
Oui, exactement. On a vraiment beaucoup de CFM. On parle d'environ 2 400 000 CFM. Donc, pour pouvoir accueillir, là, on a quand même des capacités d'accueil aux environs de 65 000 personnes qui peuvent venir dans nos installations. Donc, c'est certain que ça prend énormément de climatisation, de chauffage, d'air neuf là, pour pouvoir tenir ce genre d'événement-là. Puis, parlant d'événements, ce qui est intéressant aussi au Stade olympique, c'est la variabilité des événements. Là, ici, à l'écran, là, on voit qu'on a des événements motorisés type Monster Truck ou du type motocross, mais le lendemain, on peut être en mode événement plus de compétition. On a aussi des grands salons qui peuvent se dérouler dans nos installations ou naturellement là, les matchs sportifs, baseball, soccer, football. Donc, très complexe au niveau de l'opération, de passer d'un événement où on est en mode salon, où on n'a quasiment pas besoin d'air frais, au lendemain à un événement majeur où il faut vraiment adapter là, notre manière d'opérer le site. Oui, puis juste avant de passer aux mesures en tant que telles, Dominique, pendant qu'on a l'image du baseball, il y a un événement inattendu qui est arrivé juste au moment où le projet allait être lancé, puis qui était lié à un match de baseball à venir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, effectivement, je me rappelle très bien, c'était en l'été 2015. Les travaux ont commencé là, en 2016 de construction, mais l'été 2015, on a eu un bris majeur sur un de nos refroidisseurs. Et comme c'est des anciens refroidisseurs au Fréon 22, la loi ne nous permettait pas de remettre en fonction ces équipements-là. On n'avait plus le droit. Donc, il a fallu qu'on les remplace quand même de manière urgente parce que la partie de baseball avait lieu le 1er avril. Puis, avec le nombre de gens, l'éclairage, etc., normalement, on a besoin d'avoir nos refroidisseurs en fonction pour passer au travers de l'événement. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a demandé aux gens d'écosystème, et on l'a inclus d'ailleurs dans notre contrat, d'avoir cette mesure-là mise de l'avant plus rapidement, donc d'ajuster l'échéancier pour pouvoir nous livrer des refroidisseurs opérationnels avant la partie de baseball. Puis Simon, c'est là que tu es entré en scène. En partant, c'était quand même un défi d'ajuster ta cédule. Comment ton équipe, vous êtes ajusté à ça? Bien, évidemment, la manière la plus facile de faire aurait été de louer des refroidisseurs temporaires, de garder la cédule comme était prévu, et puis de faire les travaux l'hiver suivant, ce qui était prévu à l'origine. Mais évidemment, ça aurait eu des impacts négatifs sur le coût du projet et ce qui était pour nous inacceptable. Donc, on a décidé de relever le défi, en fait. Donc, on a tout recédulé au complet, notre cédule de travaux. On a priorisé cette mesure-là et puis on a décidé d'y aller de l'avant. Évidemment, comme on le mentionnait, c'est une fenêtre de temps qui est assez courte. Donc, on parlait de changer l'équivalent de plus de 5 000 tonnes de refroidisseurs et de tours d'eau dans une fenêtre de temps de 3 mois. Donc, c'est un challenge quand même assez important. Mais on était confiant de pouvoir le relever, principalement par notre méthode de fonctionnement. Dans un projet qui est plus traditionnel, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de compresser une cédule de travaux parce que, l'ingénieur conseil va faire toute sa conception. Ensuite, la conception est donnée au client qui prend les plans et devis, part en appel d'offres, reçoit des soumissions. Une fois qu'il a reçu ses prix, choisit son entrepreneur général et part en construction. Donc, tout ce processus-là prend nécessairement beaucoup de temps. De notre côté, ce qu'on a pu faire, on a pu utiliser notre agilité dans le mode de design intégré. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu faire de la conception et de la construction simultanée, parce qu'on peut contrôler les deux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a démarré une partie de la conception. Une fois qu'on a eu une petite partie qui était complétée, on a pu commencer la construction pendant qu'on continuait une autre partie de la conception. Et puis, on est avancé comme ça, ce qui nous a permis de raccourcir énormément les échéanciers. Aussi, une chose qui est importante, c'est qu'on savait d'emblée de jeu qu'on ne serait pas en mesure de pouvoir installer tous les contrôles et de faire le commissioning. Donc, on s'était engagé auprès du client à pouvoir opérer le refroidisseur et les tours d'eau en manuel durant l'événement, ce qu'on a fait avec l'aide des opérateurs sur place. Et au final, on est en mesure de livrer les équipements et la mesure à temps. Et puis, l'événement s'est très bien déroulé sans aucun problème. Donc, ça a été complètement transparent. Et puis, on en était fiers, étant donné que c'était surtout le début du projet. Donc, on avait des choses à prouver.
Alors, passons maintenant à la première mesure, l'éclairage. Dominique, amène-nous au stationnement. C'est un stationnement assez volumineux, hein? Oui, effectivement. Donc, bon, là, on va se téléporter dans un stationnement. La technologie nous le permet, puis c'est une longue marche. Donc, derrière moi, on voit une partie de nos stationnements. On ne les visitera pas toutes. On a quand même le plus grand stationnement intérieur au Canada. On parle de 4000 places de stationnement. Et, premièrement, dans ce cas-ci, il y avait des économies assez substantielles à aller chercher et assez facilement. Parce que, bon, déjà, notre éclairage, les stationnements sont ouverts sur une base 24/24. Donc, l'éclairage aussi pour assurer la sécurité du public. Et on était avec des vieilles lumières, métal arc dans certains cas et sodium ailleurs aussi. Ce qui nous faisait, au niveau des dépenses énergétiques, c'était assez important. Et ce qui nous faisait aussi, si on voit sur les photos, un éclairage vraiment qui était mal adapté avec des zones d'ombre. Donc, on a amélioré beaucoup en convertissant l'ensemble de l'éclairage des stationnements avec des luminaires d'ailes principalement. Et on a exigé aussi que ce soit le même type de luminaire qui soit installé dans les stationnements que dans le reste du stade pour faciliter l'entretien, les inventaires, etc. Très bien. Passons maintenant vers l'entrée principale. Puis Simon, dans ce projet-là, vous avez fait plus que juste de l'économie d'énergie. En particulier, dans l'entrée principale, vous êtes attardé sur un aspect qui était plus proche des besoins commerciaux du Parc olympique. Peux-tu nous raconter en quoi ça a consisté là, dans le redesign de l'éclairage? Oui, donc je me rappelle la première fois qu'on est allé à la Rotonde, qui est l'entrée principale du Stade olympique, pour pouvoir voir un peu l'étendue des travaux à faire. On s'est dit, on peut vraiment pas juste se contenter de faire du remplacement 1 pour 1 au niveau des lampes et de faire de l'économie d'énergie. C'est l'entrée du Stade olympique. La luminosité n'était pas très, très bonne. Il y avait des zones d'ombre, beaucoup de contraste dû au puits de lumière qu'on va voir probablement bientôt à l'écran, un gros puits de lumière qui créait des grosses zones de contraste. On s'est dit, il faut absolument trouver une façon d'apporter plus de valeur à cette mesure-là, d'améliorer l'expérience client. Donc, on s'est assis avec le département d'ingénierie et le département de marketing pour en venir à un concept un peu différent où, finalement, on allait un peu reproduire le logo du Parc olympique, qui est finalement des cercles concentriques qui représentent les anneaux olympiques. Ce qu'on voit présentement, c'est le avant, n'est-ce pas, Simon? Oui, ici, on voit le avant. Donc, on voit beaucoup les zones d'ombre, les contrastes qui n'étaient pas très, très bons. Puis là, en plus, on est le jour. La nuit, c'était encore pire parce qu'il y avait très, très peu d'éclairage. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire un nouveau concept un peu plus créatif puis améliorer un peu l'aspect esthétique. Donc, on est allé recréer le logo du Parc olympique en installant évidemment beaucoup plus de lumière, mais aussi on a ajouté un film teinté sur le puits de lumière de façon à réduire la lumière naturelle, ce qui peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais dans ce cas-ci, ça a permis de vraiment réduire les zones d'ombre, les contrastes surtout, puis d'améliorer l'uniformité de l'éclairage. Donc, au global, on est en mesure de réaliser des économies d'énergie, mais en même temps de faire une mesure qui améliorait l'esthétisme, qui permettait d'améliorer l'expérience client, surtout à l'entrée principale du stade, là, qui est finalement la sortie du métro P9. Et puis, juste mentionner aussi, avant de faire l'implantation de cette mesure-là, on a, pour être certain du rendu, puis qu'on allait rechercher ce qu'on avait promis aux clients, tout ça a été simulé par ordinateur pour s'assurer vraiment d'aller chercher les niveaux lumineux qui étaient requis. Donc, on a pu simuler le avant, le après, montrer ça aux clients, puis une fois qu'ils étaient d'accord, on a implanté la mesure. Très bien, merci. Donc, il est maintenant c'est le temps d'introduire une mesure qui est très importante au projet, très centrale, c'est la conversion vapeur-eau. Donc, c'est une mesure qui touche pratiquement à toutes les autres mesures autour d'elle. Il y en a beaucoup d'autres que vous allez voir qui ont une interaction avec cette mesure-là. Et c'est une mesure qui a beaucoup d'avantages, vous allez voir. Là, il y a plusieurs facettes, mais qui peut également coûter très cher. Donc, on va essayer de vous parler de certaines stratégies qui ont été mises en place pour contrôler les coûts. Donc, Dominique, on va pénétrer plus profondément dans les espaces mécaniques, là où je pense que c'est le poste-ouest, hein, puis il y a beaucoup de vapeur. Ou en tout cas, pré-projet, il y avait beaucoup de vapeur, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Bienvenue dans notre salle mécanique qu'on appelle encore un poste d'échange, en fait. C'était dans cette salle mécanique-là,
où la vapeur qui était produite à la centrale était acheminée dans les diverses salles mécaniques. Et on va sûrement les voir à l'écran. Voilà. On avait des échangeurs qui transmettaient finalement les BTU, la chaleur, à des réseaux secondaires qui, eux, étaient à l'eau chaude. Donc, ces équipements-là, naturellement, là, étaient dans un très piteux état. Il y avait 40 ans, ça n'avait pas toujours été bien entretenu. Donc, tout ça était en fin de vie et devait être remplacé d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est une des composantes qu'on voulait adresser dans le projet d'économie d'énergie. Naturellement, avec ça, tout le monde sait, ou tout le monde peut imaginer, en fait, le nombre de trappes à vapeur qu'on avait dans l'ensemble de notre site. On en avait environ 300. Donc, naturellement, avec toutes les pertes, l'entretien qui est relié à ces trappes-là, au total, bon, si on inclut l'ensemble des pertes réseau, des pertes sur les trappes à vapeur, les échangeurs, on était rendu à 18 environ de make-up sur nos chaudières, là, donc d'eau d'appoint supplémentaire. Là. Normalement, on devrait se situer à peut-être 2 là, pour les besoins d'humidification, par exemple. Donc, on avait vraiment beaucoup de pertes et beaucoup d'économies à aller chercher là, en remplaçant ces équipements. Là. Puis Simon, maintenant parlons de la mesure en tant que telle, les modifications que toi et ton équipe vous avez faites. On l'a mentionné, c'était la mesure la plus importante en termes d'ampleur, de complexité, de coût. Donc, quelles actions précises vous avez faites, puis stratégies que vous avez été en mesure de mettre en place pour contrôler les coûts? Oui, bien effectivement, conversion vapeur-eau, c'est une mesure qui peut devenir très rapidement très coûteuse si on n'est pas en mesure de pouvoir réutiliser des équipements existants, en particulier au stade olympique, étant donné l'étendue du site. Donc, puis évidemment, qui dit réutiliser des équipements existants, ça demande beaucoup d'expertise, d'expérience, parce que la plupart du temps, surtout dans les bâtiments qui ont un certain âge, c'est très difficile d'avoir l'information technique. Donc, c'est là que notre expertise rentre en jeu, parce que souvent, les fiches techniques sont perdues, les points de consigne ne sont pas nécessairement connus, les capacités, tout ça. Donc, il faut être en mesure de savoir comment on va pouvoir réutiliser tout ça. Dans le cadre du stade olympique, c'est principalement les conduites de vapeur qui ont été réutilisées pour l'alimentation en eau chaude. Donc, ils ont été réutilisés pour ça. Pour ce qui est des conduites de condensé, la majorité était soit trop petites ou en mauvaise condition. Donc, ceux-ci ont été remplacés par des nouvelles conduites. Par la suite, ce n'était pas suffisant. On a aussi réutilisé une bonne partie du réseau d'eau refroidie qui n'est pas utilisé durant l'hiver pour pouvoir le réutiliser pour de l'eau à basse température, donc pour pouvoir bénéficier, entre autres, de la récupération de chaleur, mais aussi pour sauver des quantités assez impressionnantes de tuyauterie. Donc, avec un jeu de valves, on est en mesure de passer du mode climatisation au mode chauffage et de réutiliser ces conduites-là et de chauffer la plupart des systèmes avec les serpentins même de climatisation. Donc, ça a permis, avec notre récupération de chaleur, qu'on va parler un petit peu plus tard, d'aller optimiser cette mesure-là puis de l'amener à l'ensemble du bâtiment, finalement. Puis c'est une mesure, Simon, qui a été appliquée ici, mais qui peut, pour les personnes qui regardent, qui peut aussi se transposer dans tout autre type de bâtiments, hein, des hôpitaux, oui. Des écoles, des universités. Effectivement, on a réalisé ces mesures-là dans à peu près tous les types de bâtiments et la majorité étant des bâtiments assez complexes, dont des hôpitaux qui sont finalement vivants 24 heures sur 24, 365 jours par année. Donc, évidemment, la transition entre les deux, c'est toujours un peu quelque chose qui est complexe. Comme on le mentionnait tout à l'heure, bien évidemment, c'est des travaux qu'on est capable de concentrer dans la période estivale. Donc, ça permet de limiter beaucoup les problèmes liés au transfert d'un réseau vers un autre, là. Très bien. Donc maintenant, déplaçons-nous au sous-sol des piscines. C'est pratique parce que je me fais dire qu'on est près de 100 personnes dans l'assistance qui nous regarde. Puis en temps normal, ça aurait peut-être été difficile de fitter 100 dans cette petite salle-là. Donc maintenant, on aborde une autre mesure qui est très importante, qui va de pair avec la conversion vapeur-eau. Donc c'est les thermopompes. Puis c'est une mesure qui
qui fait beaucoup jaser. Évidemment, c'est très important aujourd'hui pour la réduction des gaz à effet de serre. C'est une mesure prouvée pour une façon prouvée d'électrifier le chauffage puis de réduire l'empreinte environnementale. Donc, c'est une mesure que, Simon, vous avez beaucoup d'expérience avec ce type de thermopompe-là. Est-ce que tu peux nous parler de certains éléments importants auxquels vous avez dû porter attention dans ce cas-ci? Oui, donc évidemment, la récupération de chaleur, c'est toujours une mesure clé dans un projet, non seulement parce qu'elle génère beaucoup d'économies, mais aussi c'est une mesure qui est un petit peu plus complexe, qui est plus difficile à comprendre. Souvent, c'est des équipements qui sont nouveaux, il y a beaucoup d'interrelations avec les systèmes. Et puis, évidemment, au Stade olympique, on l'a amené à un niveau un petit peu plus haut, ce qui veut dire qu'on a sélectionné les équipements de façon à ce qu'ils puissent prendre 100 % de la charge de chauffage durant l'été et 100 % de la charge de climatisation durant l'hiver. Donc, c'est inscrit dans une stratégie globale pour la réduction de la maintenance parce que ça nous permettait de pouvoir complètement fermer les chaudières durant l'été et de complètement fermer les refroidisseurs à la centrale thermique durant l'hiver. Donc, évidemment, le dimensionnement était très important parce qu'on comprend que si on veut faire 100 % de la charge durant l'hiver au niveau de la climatisation et 100 % du chauffage durant l'été, on ne pouvait pas se permettre de les sous-dimensionner. On ne pouvait pas non plus se permettre de les surdimensionner parce que là, c'est des problèmes d'opération. On augmente les coûts du projet, on diminue l'efficacité, cyclage et tout ça. Donc, le dimensionnement était vraiment important dans ce cas-ci. Ici, on voit là, à l'écran les refroidisseurs. On a installé 2 refroidisseurs de 200 tonnes pour une capacité globale d'environ 6 millions de BTU. Puis parle-nous, Simon, à peu près, là, avant, c'était quoi la charge de chauffage l'été que les chaudières devaient fournir en vapeur versus après la chaleur qui est fournie par les thermopompes, l'été? Oui, donc l'été, on avait une charge d'environ 10 millions de BTU qui équivaut à 10 000 livres à l'heure. Et puis, on a remplacé ça par les 2 refroidisseurs qui sont ici à 6 millions de BTU. Mais il faut mentionner qu'il y en a à peu près juste un qui est nécessaire durant l'été. Donc, on a plus ou moins 3 millions de BTU en fonction l'été. Donc, la différence, le 7 millions, était finalement des pertes d'énergie dans le bâtiment, dans le dégazeur, un peu partout. Bon, donc, 70 % de la charge de chauffage l'été avant, c'était des pertes dans le réseau. Qui étaient complètement inutiles, finalement. Ouais. Puis, on avait fait le calcul aussi, c'est quand même intéressant à regarder. C'est quoi la différence entre la consommation de gaz avant l'été puis la consommation d'électricité après avec les thermopompes, là, qui tient aussi en considération l'efficacité de chaque équipement? Oui, bien, si par exemple, on prend qu'avant, les chaudières auraient utilisé 100 unités de gaz naturel pour pouvoir chauffer, pouvoir produire le 10 millions de BTU. Aujourd'hui, on a besoin de seulement 5 unités d'électricité pour produire la chaleur nécessaire au stade. Donc, une augmentation d'efficacité de 20 fois. Là. Wow! C'est impressionnant. Donc, puis Dominique, est-ce que ça a marché, tout ça? Les factures de gaz, ça a été quoi l'impact là-dessus? Oui, bien, effectivement, ça, c'était. Il y avait des doutes auprès de l'équipe, particulièrement de mes MMF, là, à savoir si on allait pouvoir fermer les chaudières l'été, couper complètement la vapeur. Il y avait plusieurs craintes, mais effectivement, on a réussi. Vous pouvez voir sur les courbes qui sont présentes ici. Bon, déjà, la tendance à la baisse de nos consommations de gaz, mais aussi entre les pointes hivernales, vous voyez qu'il y avait une consommation l'été. La première pointe, c'est le début du projet? La première pointe, non, la première pointe, c'est 2015. OK. Donc, en 2015, bon... Juste avant le projet. Exact, juste avant le projet. Et là, on voit la courbe qui descend. Donc, ce qui est intéressant aussi, je vais juste finir mon premier point. Vous voyez entre les courbes maintenant en été où il y a vraiment 0 consommation de gaz. Donc, ça a marché, ça fonctionne de manière récurrente. Ce qui est intéressant aussi au niveau du graphique, c'est qu'on voit notre consommation de gaz qui baissait et même avant que les travaux de construction commencent. Donc, dès que la direction a mis en place ou a décidé de se diriger vers un projet d'économie d'énergie, les gens d'écosystème, dans ce cas-là aussi, étaient présents sur le site à faire des relevés, à essayer de trouver des mesures.
Et déjà, on a commencé à impliquer nos équipes qui trouvaient, elles aussi, des mesures à faire, que ce soit temporaire ou pendant les travaux. Et donc, la réduction a commencé du moment qu'on a commencé à parler du projet. Donc ça, c'est assez intéressant aussi à considérer, là. Donc, il y a eu un élément humain là, de motivation puis d'entraînement de ton équipe qui a aussi contribué là, au succès. C'est intéressant. Puis Dominique, bien, avec cette transition-là, la conversion de toute l'infrastructure de vapeur vers l'eau, puis la transition vers les nouveaux équipements, j'imagine que pour toi, c'était important d'assurer tes clients, d'assurer les activités c'est important de minimiser les interruptions de service. Oui, bien, je crois qu'on ne l'a pas mentionné encore, mais pendant la durée de l'ensemble des travaux, que ce soit les mesures de récupération, de conversion des chaudières, le site a été en opération tout au long. Donc, il y a eu la tenue d'événements, il y a eu il y a nos locataires aussi. On a plusieurs locataires qui sont présents dans le site. Il fallait toujours conserver leur bureau, leur environnement adéquat. Le centre sportif n'a jamais fermé, donc il fallait garder nos piscines chaudes, idéalement, pour nos clients. Que ce soit les douches. Donc, on n'a eu aucune interruption de service. C'était assez complexe là, de jongler avec les séquences de travaux là, pour réussir à garder notre bâtiment en opération, hein. Puis Simon, parle-nous là, comment ça s'est passé, la transition de ton bar, justement. Ça aurait été plus simple, on peut croire peut-être, de construire un nouveau réseau en parallèle à l'eau. Puis une fois que tout est là, on fait la transition, mais ce n'était pas possible pour contrôler les coûts. Vous vouliez réutiliser des équipements qui avaient encore une bonne vie. Donc, comment vous avez assuré cette transition-là sans interrompre le service? Dans le cas du centre sportif, étant donné que c'était vraiment une priorité de ne pas interrompre les activités, à ce moment-ci, étant donné qu'on était dans un environnement un petit peu plus restreint, on a pu passer de la tuyauterie en parallèle pour limiter vraiment la période où on allait faire un shutdown, finalement un arrêt complet. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout installé le maximum d'équipements à côté des équipements existants. Et puis, lorsqu'il est venu le temps de faire l'arrêt de service pour faire la transition de la vapeur vers l'eau chaude, on a eu besoin d'une seule journée. Et puis, finalement, ce qu'on a fait pour être certain que ça n'impacte pas les usagers, c'est que quelques jours auparavant, on a monté légèrement la température des bassins, des piscines. Et puis, lors de la transition d'une journée, bien, la température est toujours restée à des limites intéressantes. Donc, ça a été complètement transparent pour les utilisateurs, ce qui était très important pour le stade parce que, je ne l'ai pas mentionné, mais le stade nous avait toujours dit, la RIO nous avait toujours dit d'emblée de jeu, c'est vraiment important que vos travaux n'impactent jamais soit la tenue des événements ou nos activités. Donc, ça a toujours été une priorité de pouvoir les maintenir. Puis c'est avec des stratégies comme ça qu'on a pu faire des changements sans impacter les services. Très bien. Puis Simon, le temps nous le permet. Qu'est-ce que vous aviez comme processus pour être sûr que quand vous vouliez réutiliser un tuyau, par exemple, de vapeur qui était encore en bon état, vous aviez un processus particulier à suivre? Oui, on avait certains processus qui avaient été établis de concert avec le client pour pouvoir mesurer, entre autres, l'épaisseur de la tuyauterie puis valider si la rugosité à l'intérieur était correctement adaptée. Donc, ce qui a fait en sorte que la plupart des conduites de condensé ont dû être remplacées, mais les conduites de vapeur étaient en bon état. Donc, très bien. Puis allons peut-être rapidement vers l'échangeur, juste pour montrer un exemple de avant-après en termes de grosseur des équipements. Oui, bien ça, c'est évidemment, ça a soulevé plusieurs inquiétudes parce qu'on voit ici les échangeurs qui servent. On voit à notre droite un échangeur qui alimente une piscine semi-olympique et à gauche, un échangeur de chaleur qui alimente une piscine olympique. Donc, évidemment, la première fois que certains employés ont vu la grosseur des échangeurs, il y avait une grosse inquiétude par rapport au fait qu'on ne serait pas en mesure de pouvoir chauffer adéquatement les piscines. Il faut se rappeler qu'antérieurement, les anciens échangeurs étaient à vapeur et ils étaient beaucoup plus gros. Donc, évidemment, il y avait une inquiétude de ce côté-là. Par contre, on est en mesure de dire aujourd'hui que non seulement ça fonctionne, ça fait quand même 4 ans que c'est en fonction, mais ça fonctionne mieux qu'avant parce qu'en ayant un meilleur, juste ici, on voit à l'écran là, les vieux échangeurs à vapeur qui ont été remplacés par les nouveaux. Mais pour revenir à mon point, c'est qu'en fait, le fait qu'ils sont mieux dimensionnés aujourd'hui nous permet de réduire le cyclage puis d'avoir une température qui est beaucoup plus stable à l'alimentation. Donc, finalement, ça démontre encore une fois que d'avoir des équipements plus gros, c'est pas nécessairement juste plus cher, ça crée aussi des problèmes au niveau de l'opération.
Très bien. Puis maintenant, on pourrait aborder un événement qui est arrivé dans on sait, dans la plupart des bâtiments, des campus, il y a souvent plusieurs projets qui arrivent en même temps. Puis c'est important pour les équipes de projet de s'adapter aux projets qui les entourent. Donc, dans ce cas-ci, Simon, alors que vous alliez entamer la construction, l'ingénierie était faite. Il y a un autre projet dans la tour des Jardins, qui est la tour qui surplombe le stade, qui était inhabité avant. Il y a un autre projet qui a été lancé et puis qui a impacté un peu même votre design. Vous avez dû faire des modifications au design. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, donc pour ceux qui habitent Montréal, vous avez probablement vu dans les dernières années des grues assez imposantes qui étaient près du mât. Donc, ils ont procédé à des rénovations majeures en vue d'accueillir leur premier locataire à vie. Donc, oui, la tour était inoccupée depuis la construction, finalement. C'était des espaces vides. Et puis, en plein milieu du projet, on nous a annoncé qu'il y allait avoir un projet majeur où il y aurait à terme au-delà de 1500 employés de Desjardins qui seraient relocalisés dans des bureaux. Donc, évidemment, ça affectait nos systèmes parce que c'est nos systèmes qui allaient alimenter et en chauffage et en climatisation ces nouveaux bureaux-là. Donc, c'est pas nous qui avons fait le design, la conception de ce projet-là, mais c'est nos systèmes qui allaient alimenter de façon primaire, si on veut, les besoins de la tour. Donc, ça impactait notre design. Il a fallu faire certains réajustements, certaines modifications. Ça n'impactait pas de façon majeure les équipements. On avait évidemment de la capacité suffisante parce que, les équipements sont dimensionnés pour des événements majeurs et tout, mais ça avait un impact sur la façon dont ça allait fonctionner. Donc, il a fallu s'asseoir avec les équipes en place, avec l'ingénieur conseil qui s'occupait de ce projet-là. Et puis, on est quand même fiers de dire que tous ces changements-là de dernière minute ont pu être effectués sans extra, sans coût supplémentaire pour le client et sans impacter aussi notre cédule des travaux. Merci. Dominique, passons maintenant à la mesure des contrôles. C'est une mesure assez quand même d'envergure au Parc olympique, la réfection des contrôles. Dis-nous quel genre de système vous aviez avant en général. Oui. Dans un premier temps, on avait déjà vu quelques images passer. Ici, on voit, par exemple, nos contrôleurs DDC, donc de première génération, qui avaient été installés dans les années 70. Donc, environ la moitié de nos contrôleurs étaient de cette génération-là. En fin de vie, naturellement, on devait garder des ordinateurs, par exemple, sous Windows XP pour être capable d'ajuster certains paramètres dans ces contrôleurs-là. Et une autre grosse partie aussi était encore en mode pneumatique. Donc, ce qui a des coûts de maintenance importants. On peut penser aussi aux coûts par rapport au nombre de fuites d'air qu'on avait dans l'ensemble de notre réseau et de nos contrôleurs pneumatiques. Il n'y a plus personne non plus qui est capable d'entretenir ça. Donc, tout ça, il fallait les revoir dans l'ensemble. Donc, on l'a intégré au projet pour pouvoir permettre aussi en même temps d'optimiser des séquences de contrôle là, qui sont un petit peu difficiles à faire, disons, avec des contrôleurs pneumatiques. Mm-hmm. Donc, sachant cela, puis même si, Dominique, le projet, c'est un projet clé en main, puis qu'Écosystème était responsable de livrer les résultats, il y a un élément qui n'était pas au contrat, puis c'est la collaboration. Puis la collaboration, ça a été, on va le voir, là, assez présent tout au long du projet, mais au niveau de la mesure des contrôles, c'est allé à un autre niveau, je crois. Peux-tu nous dire en quoi en particulier ça a eu lieu là, entre ton équipe et celle de Simon? Oui, bien, pour nous, c'était vraiment important, là, la collaboration, là, surtout pour vendre, si on veut, le projet à nos équipes. C'est important de les faire participer, qui peuvent nous apporter des solutions aussi parfois. Donc, on a vraiment collaboré, là, toutes nos équipes. Par exemple, s'il y avait des moteurs à remplacer ou des petits ajustements électriques, c'est nos équipes qui participaient en fait au projet, là. On peut penser à nos gens de béton aussi. On a des équipes spécialisées qui ont donné un coup de main pour faire des bases, la démolition, des choses comme ça. Dans les contrôles, on a une chance au Parc olympique d'avoir une très, très bonne équipe de techniciens et on a décidé de les mettre à contribution vraiment, mais à l'extrême dans le projet. Donc, ce que vous voyez à l'écran, ou ce que vous avez peut-être déjà vu à l'écran, c'est des panneaux de contrôle et ça a tout été réalisé par nos équipes internes. Donc, de concert avec Écosystème, ils nous disaient c'était quoi leurs besoins. On allait monter les panneaux de contrôle, on allait brancher l'ensemble des fils de concert avec leur électricien. On allait aussi faire la programmation certaines pages graphiques
Et après, l'équipe d'écosystème, avec nos gens, venait optimiser les séquences. Donc, ça a été une super belle collaboration. Ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est l'aspect formation aussi de nos gens. Donc, nos gens connaissaient le projet sur le bout des doigts. Puis, un autre petit détail, souvent dans les projets, le commissioning est toujours, la mise en service est toujours problématique. Dans ce cas-ci, comme nos gens ont vraiment été mis à contribution, ben s'il y avait 2 fils inversés, par exemple, ben c'était très, très facile. C'est nos gens qui l'avaient fait, donc ils allaient eux-mêmes inverser les fils, avisaient les gens d'écosystème, on repartait la machine et donc ça a vraiment facilité les choses là, dans ce contexte-là. Donc, passons maintenant vers la centrale thermique. Donc, c'est un assez long tunnel. On va se dégourdir les jambes. Vous avez le droit de vous lever si vous voulez aussi. Donc, ça te rappelle quelque chose, Simon? Tu as marché dans ce tunnel-là une couple de fois, hein, je pense, dans le projet? Oui, effectivement, on y a marché à plusieurs reprises. Ça nous a mis en forme assez souvent jusqu'à ce qu'on s'achète des cartes de golf pour être un peu plus efficace. Puis il n'y avait pas une histoire avec un très long tuyau, peut-être celui du milieu à droite, que toi puis Dominique, vous avez longuement discuté s'il devait être remplacé ou pas? Oui, effectivement, on a eu des longues discussions par rapport à un fameux tuyau qu'on voit à notre droite qui, finalement, on s'obstinait à savoir si on allait le conserver ou le remplacer. Donc, on a eu plusieurs discussions. On parle d'un tuyau ici de 8 pouces sur environ presque 700-800 pieds de long. Donc, quand même assez important s'il fallait faire le remplacement. Et puis, finalement, à la mise en service, eh bien, on est obligé de le dire, le client avait raison, il était trop petit. En fait, pas trop petit, mais il y avait tellement de rugosité que les pertes de pression étaient trop importantes, ce qui faisait en sorte qu'on n'avait pas suffisamment de débit. Et puis, il a fallu le remplacer. Donc, mais ce qui est important à dire là-dedans, c'est que du moment où on a pris la décision de le remplacer jusqu'au moment où on a pu remettre en service le système, ça a pris moins de 10 jours ouvrables. Donc, finalement, ça a pris moins de temps de changer que le temps qu'on a pris à s'ostiner à savoir s'il fallait le changer ou pas. Mais le bon point là-dedans, c'est qu'on a pu remettre le chauffage en service à peu près au moment où on avait prévu de le faire. Tu étais content de gagner ton pari, Dominique? Oui, on avait un petit pari. Simon me doit toujours un 2 piastres là-dessus. Là. On avait fait un petit pari de notre côté. On était certain que ça passerait pas. Bien, on avait des sérieux doutes, disons. Là, on ne l'avait pas calculé. Mais finalement, bien content. Le tuyau est remplacé, c'est neuf et il y a suffisamment de chaleur qui passe là, pour alimenter l'ensemble du site. Là. Donc, on est maintenant du côté de la centrale là, qui occupe les chaudières puis les refroidisseurs. Donc, dans la centrale d'eau refroidie, Dominique, parle-nous un peu là, de ton système pré-projet, puis en quoi le dimensionnement était vraiment critique pour toi et ton équipe. Oui, je ne sais pas si on va les voir à l'écran, sûrement. On voit nos vieux refroidisseurs orange, là, qui étaient on va les voir plus tard. Donc, 2 refroidisseurs qu'on avait de 2500 tonnes qui avaient été designés. Faut qu'on se rappelle, là, comme Maurice avait dit d'entrée de jeu, le Parc olympique a été créé pour une période de 2 semaines pour des Jeux olympiques d'été. Les équipements avaient été dimensionnés en conséquence. Donc, on avait ces monstres-là qui nous servaient au quotidien. Et l'opération était assez simple, en fait. Avant mon arrivée au Parc olympique, au début juin, on prenait un 2500 tonnes, on le mettait en fonction 24 heures sur 24 et c'était la stratégie d'opération, pas plus compliqué que ça. Puis, même pire, en mode baseball, souvent les opérateurs partaient un deuxième 2500 tonnes et laissaient tourner 24-24 tout l'été. Donc, il fallait vraiment optimiser ça. Puis, mais comme on l'a vu aussi, on n'a pas toujours besoin de cette puissance-là. Au quotidien, quand il n'y a pas d'événements, les événements durent peut-être on a un 100 heures d'événements dans l'année où on a vraiment besoin de puissance de climatisation. Sinon, au quotidien, on a nos locataires à desservir, on a une mi-saison où on a vraiment très, très peu de charges. Donc, il fallait réussir à trouver un design qui répond aux deux, donc à une très, très grosse puissance, mais aussi à nos besoins opérationnels au day-to-day et le tout dans une enveloppe budgétaire là, quand même assez limitée. Là. Donc, c'était vraiment de
de travailler sur le bon dimensionnement de la nouvelle centrale avec un focus sur l'efficacité aussi, j'imagine. On voit ici des images de la construction. Puis pendant qu'on finit de voir ces images-là, Simon, évidemment, au contrat, on sait qu'il y avait certains résultats qui étaient à livrer en particulier. Ça a encouragé votre équipe à vous aligner avec ce que le Parc olympique voulait vraiment accomplir. Mais évidemment, si ces résultats-là n'étaient pas au rendez-vous, il y avait souvent des pénalités assez salées. Peux-tu nous parler en quoi... Puis il y a un de ces résultats-là, ça touchait l'opération, donc avoir un impact sur les économies d'opération du parc dans la centrale thermique. Peux-tu nous dire en quoi ça impactait là, un refroidisseur en particulier? Oui, bien donc, on en a parlé un petit peu précédemment, mais il y avait vraiment un objectif majeur dans ce projet-là qui était les économies au niveau de l'opération. Donc, la réduction de la surveillance à la centrale thermique. À l'époque, juste avant le projet, c'était une surveillance 24 heures sur 24. Et puis, la RIO a pris soin de rajouter au contrat une pénalité de 2 millions de dollars si on n'atteignait pas la cible qui était de réduire ça à 1 heure sur 24, ce qui était quand même assez important compte tenu de la grosseur des équipements qu'on doit quand même installer, donc en gardant grosso modo la même capacité qu'il y avait à l'époque. Donc, une des stratégies qui a été employée a été, bien évidemment, tout le processus de sélection des équipements, des nouveaux refroidisseurs. Donc, la capacité, le nombre de refroidisseurs ont été minutieusement choisis de façon à pouvoir avoir beaucoup de flexibilité puis de réduire l'opération au minimum. Il y a une question, Simon. C'était quoi le mode de surveillance exactement avant? 24 heures sur 24. Réduction à 1 heure sur 24, donc ce qui permettait, là, on va en parler un petit peu plus tard, de réduire le nombre d'opérateurs nécessaires à la centrale thermique. Mais pour y arriver, il a fallu déplacer le plus gros refroidisseur installé, qui est un refroidisseur de 2000 tonnes. Il a fallu le sortir à l'extérieur de la centrale thermique pour pas qu'il soit compté comme un équipement faisant partie de la centrale thermique. Donc, il a fallu vraiment construire, ni plus ni moins, une salle mécanique autour de ce refroidisseur-là pour pouvoir, pour permettre à ce qu'il ne soit pas comptabilisé avec les autres équipements. Donc, et puis, on a choisi un refroidisseur, juste pour le mentionner, un refroidisseur à double compresseur, donc 2 fois 1000 tonnes pour pouvoir aussi ajouter l'efficacité, de la redondance, puis de la flexibilité au niveau de l'opération. Merci, Simon. Puis on voit ce refroidisseur-là. On va voir dans quelques instants les tours d'eau. Donc, c'est des gros équipements avec les thermopompes là, à sélectionner puis à acheter. Il y a peut-être certaines personnes qui se questionnent comment le processus de sélection de ces équipements-là s'est passé, malgré le fait qu'Écosystème était en charge de livrer tout ça. Peux-tu nous parler un peu comment ça s'est passé avec Dominique, la collaboration puis la transparence là-dedans? Oui, ça a été un processus qui était vraiment collaboratif. En fait, c'est pas Écosystème qui a pris la décision à elle seule pour tout ce qui est des gros équipements à l'intérieur du projet. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assis avec l'équipe de Dominique et puis on a mis en place une matrice de décision parce qu'on n'est pas dans un type de projet où la décision est uniquement drivée par le coût le plus bas. Il y a plusieurs facteurs. Comme on garantit un projet à long terme, une valeur actuelle nette de projet, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, dont l'efficacité, la facilité d'opération, la durée de vie de l'équipement, plusieurs choses comme ça qui devaient être tenues en compte. Donc, on s'est vraiment assis avec leur équipe, on a regardé tout ce qui pouvait être vraiment bénéfique pour le projet, pour choisir le meilleur équipement qui allait donner la meilleure valeur à long terme. Aussi, on ne voulait pas imposer d'équipement à leur équipe parce qu'on sait très bien que si on impose un équipement, malgré la volonté de quelqu'un, il risque de ne pas l'opérer de façon convenable, puis ça va nécessairement affecter les économies à long terme. Et comme on garantit les économies, ce n'est pas souhaitable de le faire. Très bien. Merci beaucoup, Simon. Donc, on sait qu'on va passer encore vers les tours d'eau, toujours dans le sujet des tours d'eau. On sait que les salles mécaniques, ça prend des espaces précieux dans les bâtiments. Puis un avantage de rénovation en profondeur, c'est que ça peut réduire la taille ou même éliminer des équipements, puis permettre de valoriser ces espaces-là. Donc, il y a un fait intéressant au Parc olympique, Dominique, c'est qu'avec tous les changements apportés au tour d'eau, le volume d'eau qu'elle contenait a été réduit de 90 %. Donc, c'est quoi l'impact que ça a eu sur vous, là? Puis, qu'est-ce que vous faites avec ces espaces-là maintenant? Oui, bien, effectivement, là, le volume d'eau a été grandement diminué. Je ne sais pas si on voit à l'écran, là, voilà l'ancien bassin de nos tours d'eau
qui, soit dit en passant, était plus grand que notre bassin olympique en volume d'eau. On parlait d'environ 850 000 gallons d'eau qui étaient dans ces bassins-là pour alimenter les tours d'eau. Donc, d'une part, le traitement chimique de l'ensemble de cette eau-là était vraiment complexe. Il fallait, par exemple, là, mettre 2000 litres de chlore par semaine pour éliminer les bactéries. Même à ça, il y avait des points morts. Fallait vraiment revoir ça. Donc on est très content d'avoir maintenant des plus petits bassins super faciles à traiter. Ça nous prenait 48 heures à vider ces bassins-là. Maintenant, si jamais on a un problème avec une tour, en dedans de 4 heures, on la vide, on la nettoie, on est reparti, les opérations reprennent. Puis, naturellement, au niveau de l'espace, là, je ne sais pas si on voit à l'écran, nous, au Stade olympique, on fait des événements et on est très créatifs. Et quand nos gens du marketing ont vu ces bassins-là, les anciens bassins avec la structure, ils ont tout de suite pensé que ça pouvait intéresser certains gens, donc soit dans le tournage de films ou... mais ce qui a été fait, donc, on a fait un défilé mode dans ces bassins-là pour récupérer l'espace puis pour finalement optimiser l'espace. C'est bon, c'est assez créatif comme utilisation des bassins. Ouais. Je ne pense pas que ça avait été pensé au départ de la conception. Donc, on va aller maintenant vers le cœur de la centrale thermique, la chaufferie. Puis on a vu précédemment que la vapeur a été éliminée dans tout le reste du site. Simon, peux-tu nous dire qu'est-ce qui ça a été quoi les mesures là, impliquées pour convertir, pour convertir la chaufferie de la vapeur à l'eau? C'est des mesures assez innovatrices là, qui ont été choisies ici. Oui, en fait, généralement, lorsqu'on fait une conversion vapeur-eau puis qu'on s'attaque aux chaudières, le réflexe premier, c'est de remplacer les chaudières par des nouvelles chaudières. Dans le cas actuel, on a pris une décision qui est un petit peu différente. On a décidé de convertir les chaudières actuelles pour leur permettre de faire de l'eau chaude au lieu de la vapeur. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est évidemment, il y avait des raisons de coût au niveau du projet. Vous comprendrez qu'étant au Stade olympique, on avait besoin d'une capacité très, très, très importante dans le cas où il y a un événement majeur en hiver. Donc, une grosse capacité, mais qui fonctionne très peu d'heures dans l'année. Donc, il y avait plus ou moins d'économies reliées à ça. En plus, les chaudières étaient de très bonne qualité et en bon état. Donc, évidemment, avant de prendre cette décision-là, on a analysé les chaudières, dont, entre autres, vérifié l'épaisseur des tubes pour être certain que la longévité de la chaudière était assurée pour encore plusieurs années. Et puis, évidemment, là, des chaudières comme celle-là, c'est des qualités qu'on ne retrouve même pas aujourd'hui dans les chaudières neuves commerciales qu'on peut acheter sur le marché. Donc, pour nous, ça faisait beaucoup de sens de pouvoir les réutiliser en les convertissant. Mais évidemment, on a voulu les remettre un peu à jour, si on veut. Donc, tout le système de contrôle a été refait pratiquement à neuf. Donc, avec l'ajout de nouveaux panneaux de contrôle, entraînement à vitesse variable pour en améliorer l'efficacité. On a aussi ajouté un récupérateur de cheminée qu'on voit peut-être en haut de l'écran à la centrale thermique pour augmenter aussi l'efficacité des chaudières. Donc, on récupère l'énergie dans les gaz de combustion pour améliorer l'efficacité. On a évidemment effectué des travaux, des modifications au niveau du vaisseau sous pression pour être en mesure justement de produire de l'eau au lieu de la vapeur. Donc, il y a eu certaines modifications. C'est là qu'un design un petit peu plus complexe et innovateur a dû être pensé. Et puis, finalement, on a aussi diminué légèrement la capacité d'environ 20 des brûleurs. Encore une fois, c'était pour permettre la réduction des opérations à la centrale thermique. On avait suffisamment de capacité. Donc, on était en mesure de réduire un peu la capacité pour permettre d'opérer avec le fameux 1 heure sur 24 à la centrale. Puis convertir ces chaudières-là, Simon, c'était probablement plus complexe, puis ça demandait plus d'efforts d'ingénierie que de simplement en acheter des nouvelles. C'était vraiment dans un effort de contrôler les coûts? Oui, effectivement, là, comme je mentionnais tout à l'heure, ça aurait été quand même assez onéreux de démolir ces chaudières-là, de les remplacer par des nouvelles. Donc, dans l'optique de pouvoir économiser des coûts, on a préféré passer plus de temps au côté conception, design, de prendre un certain risque aussi, parce qu'il y a un risque qui est relié à ça, à modifier une chaudière existante.
mais toujours en gardant dans l'idée de diminuer les coûts au maximum pour avoir le meilleur retour sur investissement possible. Puis Dominique, toi, tu étais à l'aise avec ça parce qu'en bout de ligne aussi, je crois que la qualité de cette chaudière-là tu étais assez confiant qu'elle pouvait peut-être même durer davantage qu'une nouvelle chaudière sur le marché. Oui, bien effectivement, c'est sûr qu'on a eu des craintes en début là, quand cette proposition-là est arrivée. C'est sûr qu'Écosystème a fait ses devoirs. On a fait nos devoirs aussi. On a inspecté là, tube par tube pour s'assurer là, qu'on aurait un équipement durable. Puis, comme mon équipe, vraiment, je leur dis chapeau, ils avaient très, très bien entretenu les chaudières. Donc, la qualité, l'épaisseur de l'acier était encore très, très bonne. Près de 1,8, 125 millièmes. Donc, on a bon espoir là, que ces chaudières-là durent encore très longtemps. Puis, nos gens avaient une petite valeur sentimentale aussi, affective envers leur chaudière. Donc, ça les a pas trop brusqués, la couleur n'a pas changé. Puis, ils sont très heureux d'opérer ces chaudières-là. C'est bon, c'était des chaudières vraiment de qualité industrielle. Puis, ça a été quoi l'impact exactement, Dominique, là, sur ton équipe à la centrale, le nombre de mécaniciens de machines fixes, par exemple, avant-après? Oui, bien, comme Simon l'avait mentionné, avant, on était en opération 24/24. Donc, il fallait absolument toujours avoir un gars en poste qui n'avait même pas le droit de sortir de la centrale thermique. On était obligé d'avoir une équipe de 6 personnes là, pour pouvoir faire la rotation et donc assurer une présence. Là, bien, naturellement, maintenant qu'on est tombé 1 heure sur 24, on a pu récupérer les postes là, puis les envoyer dans d'autres départements où il y avait d'autres besoins ailleurs. Et là, maintenant, on a uniquement 3 personnes qui travaillent à la centrale thermique et qui font aussi de l'entretien là, ailleurs dans le site, là, chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Puis aussi, bon, tout le monde sait, là, les problèmes de recrutement qu'on peut avoir avec les mécaniciens machines fixes, c'est une denrée assez rare. Donc, on a un bon pouvoir attractif là, de notre côté, puisqu'on n'est plus avec des quarts de travail de 12 heures, incluant la fin de semaine, la nuit. Donc, maintenant, nos gens sont de jour. Puis, donc, beaucoup plus facile de les recruter et de les conserver dans notre équipe. C'est intéressant, il y a vraiment beaucoup de bénéfices qu'on n'aurait pas nécessairement pensé dès le départ. On a le temps peut-être d'aller vers un autre sujet. Simon, il y a un événement imprévu qui est arrivé, encore une fois, il y en a eu quelques-uns dans ce projet-là, on voit, là, qui impliquait des immigrants. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, donc un autre imprévu, évidemment. Donc, en plein milieu de la conversion vapeur-eau, on est à ce moment-là en 2017, à l'été 2017. Suite aux politiques américaines sur l'immigration, il y a plusieurs migrants qui ont commencé à traverser la frontière canadienne et, évidemment, le stade a servi de refuge temporaire pour plusieurs d'entre eux. Donc, à ce moment-là, on était en plein milieu de la conversion vapeur-eau. Il n'y avait aucun chauffage dans le bâtiment, puis on n'était pas tout de suite prêt à en remettre. Au début, bien évidemment, on était au début de l'été, donc les besoins de chauffage n'étaient pas nécessaires, mais personne n'avait l'idée combien de temps ils allaient rester. Et puis, on avait besoin quand même de ramener du chauffage. Là, on sait que les nuits d'automne commencent parfois assez tôt. Et puis, normalement, on n'a pas besoin de donner du chauffage durant la nuit parce que le stade est relativement inoccupé. Mais à ce moment-là, il y avait une occupation 24 heures sur 24. Donc, il a fallu voir à des plans de contingence, essayer de trouver des idées pour peut-être raccourcir les échéanciers ou remettre partiellement du chauffage à certains endroits. Donc, il a fallu naviguer à travers ça avec le client, bien sûr, puis aussi avoir à gérer certaines difficultés d'accès parce qu'à certains endroits, l'accès était, vous comprendrez que la sécurité était quand même assez importante dans les zones en question. Donc, c'était vraiment la Croix-Rouge là, qui prenait en charge cet endroit-là. Donc, il y avait des fois, à certains endroits, des difficultés d'accès au niveau du chantier. Donc, il a fallu manœuvrer autour de ça. Et puis, finalement, on n'a pas eu besoin de remettre le chauffage plus tôt parce que finalement, je crois qu'ils ont été relocalisés ailleurs ou peu importe. Mais cet exemple-là nous montre à quel point il a fallu manœuvrer dans des conditions, des fois, un peu imprévues. Puis tout ça a pu se faire, encore une fois, sans coût supplémentaire ou sans impacter la cédule des travaux, là. Merci. Puis un dernier épisode peut-être qui est arrivé, Simon, qui montre à quel point ton équipe était engagée puis vraiment responsable de livrer les résultats coûte que coûte puis de livrer un système qui fonctionnait. Peux-tu nous rappeler les événements
du réveillon 2017. Puis alors que le système à l'eau chaude venait d'être construit, il n'était pas encore 100% ou parfaitement optimisé, mais il est arrivé quelque chose ce soir-là. Oui, donc on venait tout juste de mettre le système en fonction avant les vacances de Noël. Donc, en fait, on l'avait remis un peu avant, mais là, on venait de terminer les derniers préparatifs. Et puis, on quitte pour les vacances de Noël. Mais évidemment, on est toujours un petit peu inquiet quand on met un système en fonction. Le commissioning, la mise en marche a été faite, mais il nous reste encore du peaufinage à faire et tout. Donc, on décide d'implanter un système d'alerte par courriel. Donc, les alertes s'envoient sur notre messagerie courriel. Et puis, pour être vraiment certain qu'on reçoive les alertes, parce que, bon, évidemment, je connais pas beaucoup de gens qui prennent leur courriel à 2 heures du matin durant la nuit. On fait envoyer ces courriels-là à une boîte automatisée qui nous appelle sur notre téléphone et qui lit littéralement le message au téléphone. Donc, évidemment, le 30 au soir, il y a un party rave au Stade olympique qui est organisé et un de nos collègues reçoit un fameux appel d'alarme. Dans le fond, on avait comme une chaîne d'alarme, une chaîne de personnes. Si la première personne ne répond pas, ça va à la suivante. Moi, j'étais chanceux, comme j'habitais à 200 km du stade, j'étais 5e sur la liste, donc j'ai bien dormi cette nuit-là. Mais mon collègue, lui, qui était le premier sur la liste, a reçu l'appel vers environ 1h ou 2h du matin, j'ai plus exactement l'heure. Et puis, il a vu instantanément que le problème avait l'air assez sérieux, donc il a pris son auto, il s'est rendu au Stade olympique. Et puis, avec les opérateurs qui avaient là en place, il s'est rendu compte que finalement, c'était un serpentin qui avait gelé. Et puis, il y avait une fuite d'eau qui était quand même majeure. Donc, ils ont pu réussir à trouver la fuite, à la colmater, à fermer les valves. Évidemment, ça prenait un peu du support de notre part parce que les opérateurs sur place ne sont pas encore tout à fait habitués de gérer le nouveau réseau. Ils ne connaissent pas encore super bien. Les formations n'ont pas toutes été données. Donc, son aide a été vraiment précieuse. On a pu colmater la fuite, repartir le système. Finalement, il n'y a eu aucun impact au niveau de l'événement. Les gens ne s'en sont pas rendus compte. Mais évidemment, ça aurait pu être vraiment pire s'ils n'avaient pas pu se présenter sur place puis aider les équipes en place à régler le problème. Finalement, le problème a été relativement ça ne s'est pas ébruité tant que ça parce que la plupart des gens qui étaient en charge du projet ou qui étaient concernés par ça à l'Aério l'ont appris seulement quand ils sont revenus de vacances après les vacances de Noël. Donc, on était contents de voir qu'on a pu réagir rapidement et éviter que ça devienne un problème majeur. Là. Et puis, Dominique, certains de ces outils-là sont toujours utilisés par ton équipe? Oui, bien, c'est certain là, que, bon, avant, comme je disais, on avait une opération 24/7 sur le site, donc on avait toujours des gens. Bon, en cas de problème ou d'événement comme ça, on ne s'était pas encore adapté, là, disons. Puis, les outils qui ont été mis en place, les systèmes d'alarme, maintenant, qui à l'époque là, étaient sur les cellulaires des gens d'écosystème, sont transférés maintenant à notre équipe. Donc, on est content là, de pouvoir arriver en 2020 un peu avec tout le monde, là, puis de pouvoir surveiller nos systèmes à distance, là, ce qui était vraiment pas possible quand on avait des contrôles pneumatiques ou des anciennes chaudières vapeur. Donc là, on supervise à distance, on a des alarmes, donc on en a profité vraiment pour moderniser tout ça. Là. Merci beaucoup. Donc, pendant que vous écrivez les questions qui vous viennent en tête, qui n'ont peut-être pas encore été répondues lors de la visite virtuelle, Dominique, maintenant que le projet fonctionne depuis quelques années maintenant, si tu veux, on peut passer en revue les principaux résultats du projet, à commencer par les économies d'énergie. Ben oui, ben c'est sûr que le premier point, l'objectif numéro 1 du projet, c'était de réduire notre facture énergétique. Donc, ce qui nous avait été promis, c'était 1,3 million. Et maintenant, là, avec nos suivis, là, on a vraiment dépassé ces objectifs-là. On est à 1 600 000 environ. Donc, on a dépassé les objectifs. Puis, globalement, là, ça nous fait une réduction de facture d'environ 33 %. Là. Donc, nos budgets qui étaient autour de 3 millions en énergie sont rendus, qui étaient autour de 4 millions, excusez-moi, sont rendus à 2 800 000 là, dans une grosse réduction quand même. Puis à cela s'ajoutent aussi des économies indirectes là, en opération, du personnel qui faisait avant, qui opérait la chaufferie ou remplaçait des tubes de lumière, maintenant qui peuvent faire d'autres choses sur le site. Oui, effectivement. On
on a omis d'en parler lors de la visite là, du nombre total de tubes là, qui avaient été remplacés dans l'ensemble du stade. Donc, c'était 44 000. Là. Les chiffres sont assez impressionnants. Mais on avait 2 électriciens qui étaient attitrés à temps plein uniquement pour faire du remplacement de tubes et ballasts dans l'ensemble du site. Donc, ces gens-là ont été, sont maintenant toujours dans l'équipe électrique, mais disons, font des travaux qui ont beaucoup plus de plus-value, thermographie ou autre, par exemple. Donc, au niveau des ressources humaines, en plus des 3 mécaniciens de machinerie fixe, on a aussi 2 électriciens qu'on a pu récupérer. Puis au niveau des gaz à effet de serre, la réduction des gaz à effet de serre, les résultats sont au rendez-vous? Effectivement, on est ce qui est affiché à l'écran, 66 %. On est toujours en décompte. On espère dépasser cette cible-là. Donc, c'était prévu en début de projet. C'était autour de 50-55 %. On est rendu à 66 %. On met encore les efforts, là, naturellement, pour arriver le plus près possible de zéro, là, ce qui serait très difficile là, de zéro consommation de gaz. Mais on a vraiment réduit de beaucoup, là, donc de 2 millions de mètres cubes par année à 700 000 autour de ça. Là. Bon, donc c'est vraiment un impact majeur là, sur les gaz à effet de serre émis par le Parc olympique. Ça vous rapproche, ça vous met sur la voie vraiment de décarboniser peut-être un jour encore davantage ou au complet vos installations. C'est intéressant. Puis les subventions, maintenant, il y avait beaucoup de subventions financières de différents partenaires. Peux-tu nous parler de ce qui était garanti puis de ce qui a été livré? Oui, bien, en fait, en début de projet, c'était 2 millions, 1 million qui était garanti au niveau des économies d'énergie. Donc, principalement, là, un appui financier de la part de Gaz Métro, Énergie maintenant et d'Hydro-Québec. Et on a eu la chance aussi d'avoir le BEIE qui a contribué à l'époque. BEIE, Transition énergétique maintenant. Mais donc, au total, on a eu 3 millions quelques de subventions là, pour le projet, principalement là, dû aux réductions de GES. Donc, il y avait 3 millions de subventions, puis même davantage qui a été livré en bout de ligne? Plus proche de peut-être 3,7 ou proche de 4, je pense. Il faudrait que je vérifie les chiffres. Là. Je ne suis pas certain. Là. On va dire entre 3 et 4 millions là, pour être sûr de ne pas se tromper. Oui, oui. Maintenant, pour le coût de projet, c'était... au début du projet, au contrat, c'était 22,7 millions. En bout de ligne, ça a coûté combien au parc? Ça a coûté 22,7 millions. C'était garanti dans le contrat. Donc, c'est un contrat à coût garanti avec nos clauses habituelles, naturellement, qu'on met au Parc olympique là, pour la tenue des événements, l'ajustement, ces choses-là. Donc, il n'y a eu aucun coût supplémentaire là, dans le projet. Puis, l'échéancier aussi, on avait mis des pénalités si l'échéancier n'était pas respecté. Donc, on avait 36 mois à partir de la signature du contrat et on a finalisé les travaux là, en 33 mois de mémoire. Donc, objectif atteint là aussi. Oui, puis je pense que M. Landry, là, je ne sais pas s'il l'a mentionné plus tôt quand il était avec nous, mais il a déjà mentionné que selon lui, ce projet-là, avec les processus traditionnels, là, aurait pu prendre 10 ans. De par la complexité des mesures, puis il y avait tellement le nombre de mesures à implanter. Donc, toutes les faire une à la fois en mode traditionnel, ça aurait pris plus de 10 ans. Donc là, on voit une mention de 3 fois plus court. Puis, donc là, c'est bien de savoir que l'échéancier a été respecté, puis même battu légèrement. Puis, finalement, il y a quelques prix, Dominique, que ce projet-là t'a rapporté. Ça a été reconnu sur au moins 2 scènes. Hein? Oui, m'a rapporté, pas personnellement, m'a rapporté au parc, à l'équipe d'écosystème, au parc et à mon équipe, là, que j'en profite pour remercier encore, là, qui ont vraiment beaucoup contribué. Donc, on a reçu le prix en 2018 de l'Association des ingénieurs en énergie, l'AEE. Et en 2019, on a aussi reçu un premier prix mondial pour le projet de l'ASHRAE pour les bâtiments de notre catégorie. Donc, on est très fiers des résultats et des prix obtenus. Là.
Bien, félicitations. Il y a une question qui, pendant qu'on est sur ce sujet-là, si la gestion de puissance faisait partie des résultats garantis au contrat, mais je pense pas. Non, le programme, quand on a commencé le programme GDP, le programme de gestion de demande de puissance, n'était pas encore actif. Donc, on y participe comme institution, mais ça ne faisait pas partie du contrat avec Écosystème, qui nous ont quand même aidés, là, disons, à nous orienter un peu, mais ça ne faisait pas du tout partie là, du contrat. C'est vraiment notre équipe interne qui s'occupe du programme de GDP. Mm-hmm. Peut-être du moins indirectement, là, dans les économies monétaires garanties, il y avait un aspect de puissance qui devait être respecté puis tenu compte dans les calculs, là, Simon? Oui, effectivement. Il a fallu vraiment s'adapter à ça. Parce qu'on voyait aussi le programme qui s'en venait, donc on a pu en discuter avec le client, mais même si ça ne faisait pas partie du projet, comme le mentionnait Dominique, on a épaulé le client pour mettre en œuvre la mesure suite au projet. Puis Simon, par rapport à l'échéancier, on a vu, là, en tout cas, on a fait allusion à M. Landry qui a déjà dit que ça aurait pu prendre jusqu'à 10 ans. Selon toi, qu'est-ce qui a permis là, de réaliser ce projet-là avec toute l'ampleur puis les différentes mesures en moins de 3 ans? C'est quoi tes... En fait, je pense que quand on fait des travaux aussi intrusifs puis aussi étendus dans un bâtiment qui est vivant, il faut le dire, là, c'est vraiment important, selon moi, d'être impliqué autant au niveau de la conception que de la construction, que de la mise en marche, bref, à toutes les étapes du projet. C'est ce qui nous permet de pouvoir réagir en temps réel à tous les imprévus de façon très, très, très rapide. Et puis, ça nous permet aussi de constamment trouver des façons créatives d'optimiser le processus pour soit accélérer les échéanciers comme dans ce cas-ci ou même réduire les coûts. Il y a toujours des stratégies qu'on peut faire. Le design et la construction n'est jamais canné au complet, jamais définitif tant que c'est pas fait. Donc ça nous aide beaucoup. Aussi, en étant autant présent en conception qu'en construction, ça nous aide à faire la transition, donc à épauler le client lorsqu'on fait la transition entre les différents... si, par exemple, on fait une conversion vapeur-eau, entre un système vers un autre, on peut épauler. Donc, ça, dans un projet qui est plus traditionnel, si on veut, c'est quelque chose qui tombe un petit peu entre deux chaises puis qui devient, si on veut, le problème du client. Finalement, peut-être que la dernière chose est probablement la plus importante, c'est la collaboration. Donc, la collaboration autant à l'intérieur de nos équipes, mais surtout avec le client. Au Stade olympique, on a eu une excellente collaboration, comme vous avez dû le voir, avec l'équipe qui nous a aidés parce que, comme on le dit souvent, nous, on est experts dans l'implantation des mesures, dans ce qu'on fait, mais on ne sera jamais aussi bon dans votre bâtiment que les gens qui sont là, qui l'opèrent depuis souvent bien des années. Donc, quand on collabore puis qu'on met nos deux expertises ensemble, on réussit à transformer un projet, finalement, un bon projet en un excellent projet. Puis c'est ce qui s'est produit au Stade olympique. Ça fait je pense qu'on doit un bon remerciement à l'équipe et à la collaboration qu'on a eue avec l'équipe de Dominique. Bien, merci beaucoup, Dominique et Simon, pour vos commentaires vraiment très pertinents. Pendant qu'on m'amène les questions qui ont été posées, je pense que ça vaut la peine de mentionner que ce projet-là que vous avez réalisé avec vos équipes démontre que c'est possible d'atteindre plusieurs objectifs, que ce soit économique, environnemental ou renouvellement des actifs, en prenant une approche globale. Puis aussi, je pense que vous avez démontré que vous avez prouvé que l'innovation joue un grand rôle, là, autant par les solutions puis les technologies implantées que l'innovation dans le mode de réalisation de projets. Puis les façons contractuelles qui peuvent être utilisées pour s'assurer que les intérêts des deux parties sont le plus proches possible l'un de l'autre. Et puis finalement, c'est cet alignement-là qui favorise la collaboration que vous avez vue et une expérience de projet enrichissante pour tous. Donc, maintenant, pour les questions, ici, on en a une pour toi, Dominique. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience en mode conception, construction intégrée? Qu'est-ce que je retiens? Bien, premièrement, là, c'est... puis je ne voulais pas couper Simon tantôt quand il en parlait, mais nous, c'est vraiment l'approche de regrouper plusieurs projets qui a été très bénéfique, puis d'y aller dans un mode de projet qui est cohérent.
Donc, de ne pas, par exemple, installer une chaudière électrique sans penser aux autres chaudières ou sans penser à de la récupération. C'est vraiment l'approche globale, là, nous, qui nous a plu. Là. Puis le regroupement des projets, l'approche globale, la stratégie globale de comment opérer notre site qui nous a vraiment aidés là, à atteindre nos objectifs. Oui, merci. Donc là, c'est vraiment si je comprends bien, là, le fait qu'il y avait beaucoup de projets à faire, beaucoup de mesures, puis si vous les aviez fait autrement, ben peut-être que le premier projet n'aurait pas tout à fait bien marché avec le deuxième, donc que tous ces projets-là soient bien ficelés puis soient cohérents les uns avec les autres. Il y a une question, je ne sais pas si un de vous deux la connaissent, là, la période de rentabilité ou le payback sur le projet, c'était oui. quoi? Je me rappelle des chiffres par cœur. Le chiffre là, peut paraître là, un peu élevé. Là. Notre PRI était de 12 ans sur le projet. Donc, ça semble très élevé là, pour des projets de ce type-là. Mais il faut se rappeler que c'est vraiment à cause de la puissance de nos équipements qu'on a besoin en mode événementiel. Qui fait que, bien, naturellement, là, tous les travaux qu'on a faits ont coûté beaucoup plus cher pour des équipements qui sont très, très peu utilisés. Donc, il n'y a pas beaucoup d'économies rattachées à ça. Donc, qui ont vraiment nui à notre PRI. Là. Très bien. Une autre question ici, peut-être pour toi, Dominique. Est-ce que vous êtes sur un tarif interruptible avec Énergir? Avez-vous du mazout comme source de redondance ou chaudière électrique hors pointe utilisée? Oui, on est au tarif interruptible avec Énergir. Et on avait des réservoirs d'huile assez considérables qu'on a réussi à réduire quand même de moitié nos besoins là, au niveau de notre capacité de nos réservoirs d'huile. Donc, ça, c'est une économie transversale un peu qu'on a faite en réduisant notre consommation. On avait un autre projet qui roulait pour nos réservoirs d'huile et on les a vraiment baissés de moitié. Donc, des grosses économies un peu associées ou à ça. Mais malheureusement, là, quand on regarde nos factures de gaz qui s'en vont vraiment en chute libre, donc on ne sera plus éligible sous peu au tarif interruptible avec Énergir. Très bien, merci Dominique. Une autre question pour toi. Est-ce que vous avez identifié les coûts de maintien d'actifs qui ont été évités? Ou en d'autres mots, quel est l'apport du 22,7 millions qui a contribué à réduire le déficit de maintien d'actifs au Parc olympique? Je ne sais pas si c'est un chiffre exact ou approximatif. Là. Il devait y en avoir quand même... il y a beaucoup d'équipements qui ont été remplacés. Là. En mode un peu traditionnel, puis on avait, là, avant de décider de regrouper tout ça, on avait plusieurs projets sur la glace, dont remplacement des tours d'eau, remplacement des chaudières électriques. Comme on a vu, plusieurs échangeurs qui étaient en fin de vie qu'il fallait remplacer. Donc, l'ensemble de ces projets-là, là, on avait une enveloppe d'environ 15 à 18 millions au total là, de divers projets, mais qui n'auraient pas été faits de manière nécessairement cohérente. Là, mais pour répondre vraiment, 15 à 18 millions en projet, là, en coût de projet évité ailleurs. 15 à 18 millions en coût de projet qui étaient déjà identifiés, puis peut-être que ça... Est-ce que ça inclut vraiment tout ce que la conversion vapeur-eau a peut-être ajouté en remplacement de vieux échangeurs, ou ça inclut tout ça? La question est quand même difficile à répondre. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en allant regrouper les projets comme ça, on est allé aussi regrouper les possibilités de subvention. Donc, notre projet qui, globalement, était à 22 millions, si on soustrait les subventions, on arrive déjà à notre enveloppe de projet global qu'on avait. Puis qu'on a fait beaucoup de choses additionnelles là, avec le projet qu'on a fait. Oui. Donc, 18 millions sur 22 moins les subventions, c'est quand même un gros pourcentage. Une question pour toi, Simon, probablement. Qu'est-ce qui a été fait au niveau du mesurage pour la validation des économies? Étant donné que c'est un projet qui avait un impact majeur sur la facture d'énergie, on y est vraiment allé avec ce qui était la facture. Donc, il n'y a pas de mesurage spontané sur des équipements en tant que tel. C'est vraiment, de toute façon, je pense qu'on l'a vu assez clairement sur la facture, les économies. Donc, on a vraiment pris les factures avant, les factures après avec des ajustements, soit par rapport au nombre d'événements,
la température extérieure ou même le chauffage de la toile, là, on n'en a pas parlé, mais ça consomme beaucoup, dépendamment des années. Ils vont chauffer un petit peu plus ou moins. Donc, c'est vraiment de façon globale, c'est ce qu'on fait quand on fait un projet qui va chercher, disons, plus que 20-25 d'économie globale sur la facture, là. Très bien. Donc, je pense que ça conclut la période des questions et réponses. Un gros merci à Dominique, à M. Landry du Parc olympique et puis à Simon d'Écosystème. Je pense que vous avez très bien participé. Merci beaucoup pour vos informations très pertinentes. Puis, merci à vous tous d'avoir participé avec nous à l'événement aujourd'hui. J'espère que la nouvelle formule vous a plu puis que vous avez appris des choses intéressantes. C'est toujours important de rester connecté aujourd'hui malgré la situation qu'on vit. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter le Parc olympique ou Écosystème pour la suite des choses. Au revoir.